Tu sais que c'est rare les pervers, Brigitte. Tu sais que les vrais salauds, c'est très rare. Moi, en 46 ans, j'en ai rencontré un seulement. Hein. Et ouais, c'est rare les vrais salauds. Hein. Très très rare. C'est pas évident pour quelqu'un d'être vraiment un salaud jusqu'au bout. Tout le monde n'est pas capable d'être salaud jusqu'au bout, c'est très difficile. Mais un vrai salaud qui porte sur lui-même, la responsabilité entière de sa saloperie, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie. Bon, j'en ai rencontré qu'un. De retour dans le bureau du juge d'application des peines, mes yeux sont rivés sur l'insupportable mouvement de ses lèvres prononçant ma mise à l'écart, affirmant ainsi comme indésirable ma présence au sein de la société des hommes. Vertige mental intense, toutes les images relatives aux prisons de France et d'ailleurs, façonnées par mon imagination ou aperçues dans les médias, se précipitent dans mon cerveau et se bousculent. La décision fut verbalisée de façon presque débonnaire par ce magistrat, homme à qui probablement il ne manquait que le manque. Avec l'indolence du boucher qui se contente de vendre de la viande sans rien connaître des abattoirs. Bien que cette décision fût chargée d'une violence inouïe, elle tomba sans grande surprise. Je venais juste de changer de galaxie. Une fois arrivé à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, la peur me quittera définitivement. L'attente valait vraiment le coup. Elle me délivra pour la vie entière de la crainte de la prison. J'ai fait ce qu'on appelle banalement un transfert. Comme la figure du père était très négatif, j'ai fait donc un transfert négatif et pas positif. Or, il y a des psys, figure-toi, Brigitte, et tout le monde le reconnaîtra. Il y a des psys qui font le psy pour être aimés, quoi, c'est tout, pour avoir le transfert positif, hein, tout simplement. Et ils le reconnaissent, hein, les bons le reconnaissent, qu'il y a une petite part de ça, comme ça. Et je les comprends, hein. Oh là là. Et donc, lui, c'était un transfert négatif, merde. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors il fallait gérer le contre-transfert. Et alors là, il a glissé sur une peau de banane, parce que Brigitte Brami à gérer, elle n'est pas très facile, tu vois. Tu imagines ? Très bien. J'avais été fascinée quand je suis rentrée, dans sa salle d'attente qui était au rez-de-chaussée, par un immense bouquet de fleurs qui faisait carrément, je te jure, je n'exagère pas, Brigitte, et il faisait carrément tout un mur. Le bouquet prenait un mur. Non, mais tu te rends pas compte. C'est très bien, ouais. Ben, ça te... Si, mais je t'écoute, oui. Et alors, oui. Ouais. Et alors, au bout de... Bon, tout allait bien. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Je suis même allée pour les sentir, elles sentaient très bon. Tu vois pourquoi je te dis ça. Et un jour, je me suis aperçue de quoi ? Elles étaient en plastique. Fleurs artificielles. Et je suis rentrée, il y a eu un gratte-ciel qui s'est effondré. T'imagines que je sentais une odeur qui n'existe pas. Je suis allée, et la première chose que j'ai dite, j'ai dit, écoutez docteur, ça y est, j'ai tout compris, mais vous êtes complètement en toc, vous êtes en plastoc. J'ai dit, tout ça c'est factice. Il s'est énervé. Moi, si j'étais lui, j'aurais dit, ah, très intéressant, est-ce que souvent, ça vous est arrivé dans l'enfance, ou je ne sais pas quoi, de vous sentir en toc ? Est-ce que les relations, pour vous, il y a quelque chose de pas réel, de pas authentique ? Normalement, il aurait dû me faire... Il a dit, méchamment, il m'a sorti, « Comment voulez-vous que j'ai des fleurs fraîches alors que j'habite à rez-de-chaussée ?» Brigitte Brami a été condamnée en appel en juin 2008 à 18 mois de prison, dont 10 avec sursis, pour appel téléphonique malveillant réitéré à son psychanalyste, suite, explique-t-elle, à l'abandon brutal en plein soin de ce dernier. Libérée de Fleury-Mérogis au terme d'un séjour de 5 mois, mais son psychanalyste ayant reporté plainte pendant son incarcération, elle est rappelée à la barre et écope cette fois de 15 mois ferme, avec mandat d'arrêt et inscription au fichier central des personnes recherchées. Elle part alors en cavale, non pas pour fuir la prison, mais animée par ce qu'elle nomme son innocence ontologique. Je vais en prison pour harcèlement téléphonique qui a été considéré comme violence volontaire. D'accord, mais c'est pourquoi tu vas en prison quand on t'incarcère? Oui, c'est ça, uniquement. Mais pourquoi?
Parce qu'il a de très bons avocats et parce qu'il a fragmenté les plaintes, c'est-à-dire que quand je suis sortie de prison, j'ai appris par le juge d'instruction, et chaque fois mes avocats me disent ça passera pas la chambre de l'instruction. Écoute, Brigitte, je te jure, je n'ai ni volé, je n'ai ni tué, je n'ai ni agressé, j'ai même pas foutu bordel, cassé des trucs, rien du tout. J'ai téléphoné, j'ai harcelé téléphoniquement. Pourquoi? Parce que c'était ma seule arme, puissante. En tout cas, moi, ça m'épuise. Parce que ça mêle aussi d'autres culpabilités. Et quand quelqu'un te dit à la fin d'une audience, vous êtes coupable, eh ben, je suis désolée, il y a quelque chose d'ontologique et d'existentiel dans ça. Il n'y a pas, vous êtes coupable des faits seulement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en plus, je ne suis même pas coupable de faits, parce que pour moi, téléphoner à un psy, même si c'est le harceler, bon. Je crois que c'est la définition de l'aliénation. Je crois que quand on te fout un truc qui est tellement irréel, tu es aliéné. Bien sûr, bien sûr. Tu es aliéné parce qu'on te donne un truc qui n'est pas toi, quoi. Et qui n'est même pas un millième de rapport avec ce que tu es et avec l'histoire. Il est très intelligent, mais ce n'est pas un intellectuel. Il ne sait même pas qui c'est Bernard-Henri, comment ça s'appelle là Marie. Oh, sa bêtise, il me contamine de sa bêtise. Coltès. Il ne sait pas qui c'est. Bernard-Henri Coltès. Je lui ai offert dans la solitude d'un champ de coton. Ouais. Il sait pas, ouais. Il m'a dit, j'ai pas pu lire en entier. Ah oui, il n'a pas pu le finir. Il m'a dit, mais il dit toujours la même chose. Ah ouais. J'ai dit, bon, d'accord, ok. Laisse tomber. J'ai remarqué un truc d'ailleurs très intéressant. C'est par une salle de consultation psychiatrique dans un hôpital, c'est exactement une scène de théâtre, Brigitte. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? Ouais. Tu vois un vélo dans la rue. Tu n'es pas étonné. Tu ne relèves même pas qu'il y a un vélo là. Tu vois un vélo sur scène. Ça te paraît étrange. Quand tu rentres dans une salle au mur blanc, immaculé, avec rien comme gadget, rien comme bibelot, etc., même pas de photo de Pierre, Paul, Jacques, Amand, maîtresse aussi, enfant, et que tu as une psy en blouse blanche devant, c'est exactement comme le vélo sur scène. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas montrer, tout ce que tu vas bouger, ça aura une signification et un sens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de naturel. Et c'est très effrayant. La seule liberté possible réside dans la capacité mentale à ne pas être assigné à la place que l'on vous a forcé à occuper. La solution, elle est toujours poétique. L'endroit le plus cadenassé du monde devient ainsi l'occasion d'une transfiguration poétique réussie. Et j'ai dit, je suis ravie vraiment, docteur, que vous me posiez cette question, parce que personne ne me pose cette question, et je vais vous répondre. Ce qui m'amène ici, c'est le drame de ma vie, c'est le hiatus entre la moralité et la légalité. Elle me dit, bon, allez, on va demander à l'OPPP, qu'est-ce qu'il pense de vous? Je voudrais un avis. Et il m'emmène dans un truc, infirmerie psychiatrique de je sais pas quoi. Alors que j'ai dit quelque chose de tout à fait sensé. Le drame de ma vie et le hiatus entre la morale et la loi. Encore faut-il que la loi soit loyale et non pas seulement légale. Est-ce que c'est aberrant? Franchement. C'est quelqu'un, encore un médecin, qui n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Avant, on disait pour les former les médecins, on fait cette humanité. Tu te rappelles? Maintenant, ça n'existe plus. Et la chef, elle a exactement la même mine de toutes les personnes qui m'ont vue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Je ne connais pas cette maladie-là, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Et il me l'a dit, mon médecin. Il m'a dit, on sait gérer les crises des schizophrènes, on sait très bien gérer. Mais vous n'êtes pas psychotique, on ne sait pas. Bon, c'est du sur-mesure. Et alors, elle a exactement la mine de tout le monde. Elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tout le monde, en fait, m'a relâché, sauf les flics. Et puis, à un moment donné, ils me disent, vous savez, il n'y a que des substituts.
D'ailleurs, méfiez-vous, méfie-toi, Brigitte, des substituts, en général. C'est chelou, quoi. Qui est quelqu'un ou qui n'est pas quelqu'un. Bah oui. Non mais écoute, c'est comme la porrie de la représentation. Ouais. Non mais tu trouves pas? Ouais, c'est génial. Écoute, là, à un moment donné, tu rates, tu dis mais c'est pas possible, et c'est vraiment un amateur. Cartier-Bresson qui a pris ça, c'est vraiment un amateur. Il n'aurait pas pu attendre que le mec dégage la... Tu la vois tout de suite comme un, comment dirais-je, comme un parasite, comme un truc qui gêne. Et quand tu te rends compte, c'est que Genet est presque un prétexte et que c'est l'amant, Mohamed El Katrani. C'est l'amant de Genet, Mohamed El Katrani. Et donc c'est ça la vraie image, c'est ça la vraie intention. Mais moi je trouve que c'est un manifeste de la photographie, c'est ça, c'est magnifique. Ça vaut. Tu l'as reconnu, Mohamed. Alors voilà comment ça a été. C'est sûr que c'est lui. Ah oui non, j'ai fait des comparaisons avec des photos. Alors je peux te prouver. Hein. Ouais. J'ai pris des loupes. Moi je suis un obsessionnel. Hein. Et là je me dis putain, il nous a bien eu quoi. Moi je crois que c'est ça le. Vraiment, c'est la définition artistique et bravo Cartier-Bresson. Paradoxalement, le carcan dans lequel l'appareil répressif m'a installé et qui a pour nom juridique une contrainte par corps a libéré mon désir. Je n'avais pas fait l'amour depuis très longtemps. C'est cela le vrai crime, a été la réaction de Sonia en l'apprenant. Et la relation innommable que je vis à présent avec elle, qui assurera 3 mois durant ma protection à l'intérieur des murs, n'est répertoriée nulle part sur cette terre, mais elle existe et perturbe autant qu'elle réjouit mon corps et mon écriture. Et moi, ma cavale et ma prison, ça m'a appris à demander. Les filles de Fleury-Mérogis sont des filles à la beauté cabossée, irrésistibles parce que singulières, dont les bourgeois rêvent sans jamais oser les rencontrer. Le bourgeois les aime, qu'il l'admette ou non. Il paye, afin de pouvoir les regarder, il les admire et les a désirées au cinéma. Ces très jolies filles qui n'ont peur de rien et qui, une fois libérées, bravent la nuit, un grand couteau dans leur petit sac, rempli de préservatifs, ou dans leurs longues bottes qui dorment dans les rues, s'enivrent, volent, fument du crack, se prostituent à l'occasion, tuent aussi parfois. Ce sont les héroïnes que les bourgeois recherchent dans la littérature ou sur leurs écrans, mais fuient ou ne leur accordent que pitié. Mais elles, les filles de Fleury-Mérogis, se fichent des bourgeois. Elles n'en ont besoin ni pour jouir ni pour vivre. Leur manque à elles, il est de l'ordre du matériel, tandis que celui des bourgeois est de l'ordre de l'existentiel, de ce qu'ils n'ont pas réussi à vivre. La seule chose qui pourrait donc arriver, c'est qu'elles leur prennent leur argent, peut-être contre leur corps, mais elles resteront intactes dans leur intégrité, car les gens normaux, ou plutôt normés, ne les intéressent pas, tandis qu'eux restent fascinés par elles, dans une dynamique d'attirance-répulsion. Ces filles, rencontrées dans ma petite culture cinématographique, je les ai reconnues et retrouvées là-bas dans la cour de promenade de la maison d'arrêt. Avec les petites bourgeois, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Elles te demandent combien tu gagnes, elles te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, quels sont tes loisirs, que des choses insupportables, que des choses qui n'existent pas finalement. Puisque je gagne rien, puisque j'ai pas de loisirs et de passion, mais des passions, puisque j'ai pas de profession, mais que j'écris. Alors qu'est-ce que tu peux dire? Nada. La petite bourgeoise, elle considère que de faire l'amour, c'est un trésor qu'elle donne. Voilà. Et elle devient très relou. Et moi, j'ai voulu rencontrer, je suis la vérité, j'ai fait l'amour pendant 2 ans, j'ai jamais fait autant l'amour. C'est de la folie, de ma vie. Je décide alors de recontacter certaines femmes déjà libérées et avec lesquelles j'avais sympathisé. Les quelques-unes que je réussis à avoir en ligne ont complètement changé de comportement, c'est-à-dire qu'elles sont redevenues ce qu'elles étaient avant leur incarcération. Des voleuses égoïstes, des prostituées vénales et sans affect, des toxicomanes en manque ou sous l'effet dévastateur de stupéfiants. Je compris alors que ce charme n'appartenait pas à ces personnes somme toute bien ordinaires, mais à la prison qui les sublimait et les magnifiait.
Alors Gladys, comme ça, elle est en mort, je sais pas quoi là. Elle rencontre un mec avec une baguette de pain. Elle lui demande, tu peux me donner un morceau de ton pain? Et c'était à 6h du matin quand il venait de la chier. Et lui, il lui dit, non, je suis désolée. Et elle le tue. Ah oui, elle le tue. Mais elle l'a tué pas à cause du bout de pain, parce qu'elle était en manque. Bah, il fallait pas lui dire non, voilà. Voilà, c'est ça, c'est tout, voilà. C'est pas beau de refuser un peu de pain. Franchement. Hein, Billy, c'est pas beau de refuser du pain. C'est pas beau, c'est un truc très ancré, tu sais. Ça fait vibrer une fibre très ancrée qu'on refuse pas du pain. Donc elle a pété les plombs, c'est vrai que bon. Mais il est mort, hein. Ah ouais. Ouais. La seule qui est restée dans mon lit, ou dans le lit d'hôtel plutôt, toute la nuit, sans partir après 1 heure, devinez qui c'est? C'est Sonia? Ta femme! C'est Sonia? Il est gêné. Bah oui, c'est la seule. Hein. C'est vrai ou pas? C'est lui qui téléphonait à toutes les heures là. Mais il est gentil. Franchement, un mari comme lui, il est très tolérant. Hein. J'avais honte moi au début. Tu te rappelles, Billy? J'étais gênée. Hein. Quand même, attends. Mais lui, il a dit que c'est des femmes. C'est vrai, tu t'en fiches? Quand c'est des femmes. Quand c'est des femmes, ça va? Ouais. Elle a eu un homme dans sa vie. C'est lui. Ma détention a été ainsi globalement une aventure heureuse, en tout cas captivante, et cela aux 2 sens du terme. J'étais captive, c'est-à-dire enfermée, mais les conditions de ma capture m'ont passionnée. À l'instar de Jean Genet, je fus littéralement et pendant presque 6 mois une captive amoureuse. Même si je me trompe et que mon expérience n'est nullement représentative de celle des autres détenus, et qu'il est tout simplement fou de qualifier d'aimable une prison, il n'est en revanche pas impossible que ce sentiment personnel puisse un jour se généraliser. Je le dis à mes poteaux encore sous les verrous, faites comme il vous plaira. Allez chercher loin, très loin dans vos souvenirs heureux les plus enfouis. Haut, très haut dans vos rêves les plus beaux, et bas, très bas dans votre vie d'ordure personnelle. Faites comme vous le pourrez. Puisez dans vos ressources intérieures ce qui vous reste comme force vitale pour trouver un seul rayon de soleil et un brin d'herbe qui disloqueront les blocs de granit. Débrouillez-vous, je ne veux pas savoir comment, mais parvenez à aimer la prison. J'ai l'indécence d'affirmer ici que je suis parfois nostalgique de mon séjour en détention et de l'émerveillement suscité par les rencontres que j'y ai faites. Si la vie ce n'est pas la prison, la vie ne se trouve pas non plus à l'extérieur, elle se trouve encore ailleurs, tout comme la liberté, qui ne possède pas de lieu prescrit ni de lieu proscrit dans lesquels s'exercer ou s'absenter. Quant au bonheur, je le répète, il ne se confond pas avec l'absence de contrition. Il n'est pas réservé aux détenteurs de casiers judiciaires vierges. Le bonheur, je le reconnus à chaque fois qu'une jolie phrase fut prononcée, que 2 détenus se serrèrent l'une contre l'autre, qu'une larme fut séchée par une main amie. À chaque fois qu'un mouvement physique contrariait l'immobilité, qu'une dynamique mentale défigurait la résignation, à chaque fois qu'une femme exprimait son refus, s'extirpant ainsi de l'image figée, fixée, statique, immuable et mortifère de prisonnière qui la réifiait. Un combat était ainsi gagné, celui de l'autonomie sur la loi des autres et de la vie sur la mort.